Je dis, imaginez une espèce de coup de tonnerre. On va voir que c'est beaucoup plus compliqué tout ça. Imaginez un type qui arrive là et qui dit, oh ben non, non, non. Même en un sens, c'est juste le contraire. Seulement l'esprit de contradiction, ça ne marche jamais. Je veux dire, il faut avoir les raisons. Il faut avoir des raisons même secrètes. Il faut avoir les plus importantes raisons pour renverser une théorie. Si vous renversez une théorie pour le plaisir, vous ne pouvez même pas. Une théorie, ça ne laisse jamais renverser pour le plaisir ou par plaisir. Une théorie, c'est un corps. Hein. Elle aussi, elle a son pouvoir de résistance, elle a tout ça. Mais voilà. Supposons, je vais corriger tout à l'heure, un jour, quelqu'un arrive et va faire scandale dans le domaine de la pensée. Et c'est là que je reviens à mon avertissement de tout à l'heure. Ce que l'on traite aujourd'hui comme des lieux communs dépassés sur le droit naturel, et sans doute ont gardé et avaient une espèce de force révolutionnaire possible énorme. Ce quelqu'un, c'était un Anglais qui s'appelait Hobbes. Il avait très mauvaise réputation. H-O-D-B-E-S. Il précède Spinoza. Spinoza l'a beaucoup lu. Et voilà presque, je fais un tableau proposition par proposition. Voilà ce que nous dit Hobbes. Sur ce problème du droit naturel, il fait un coup de force très étonnant. Première proposition de Hobbes, je résume tout ça, hein, mais après c'est mon métier, quoi. J'ai le triste rôle de vous raconter ça, je vous raconte l'histoire. C'est une histoire, quoi. Hobbes, il arrive et il dit, ah ben non, première proposition, c'est pas ça, c'est pas ça. Il dit même pas, c'est pas ça. Il n'a pas besoin, ça va. Lui aussi, c'est affaire de coquetterie, il dit pas, c'est pas ça. Il développe sa théorie, on s'aperçoit que c'est pas, que dès lors, c'est pas comme disaient les autres. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, ben, vous comprenez, les choses, elles se définissent pas par une essence, elles se définissent par une puissance. Donc, le droit naturel, c'est non pas ce qui est conforme à l'essence de la chose, c'est tout ce que peut la chose. Et dans le droit de quelque chose, animal ou homme, tout ce qu'il peut. Ah, ça c'est une proposition très bizarre. Et dans son droit, tout ce qu'il peut. Et commence, alors, c'est à ce moment-là que commencent les grandes propositions du type, mais le gros poisson mange les petits. C'est son droit de nature. Vous comprenez, quand on lit ça, le gros poisson mange, je fais juste ce... Tantôt je dis, il n'y a pas besoin de culture, et je le pense vraiment, à certains égards, il n'y a aucun besoin de culture. Puis tantôt je dis, ben, il en faut. Bien sûr, c'est que vous tombez sur une proposition de ce type. Vous voyez qu'elle est signée, Hobbes. Il est dans le droit naturel que le gros poisson mange les petits. Je dis, vous risquez de passer à côté, vous risquez de vous dire, ah bon, ben c'est vrai ce qu'il dit, mais enfin, il n'y a pas de quoi en faire une histoire, oui. Le gros poisson, il mange les petits, alors c'est ça que vous appelez droit naturel, d'accord, bon. Mais en fait, à ce moment-là, vous ne pouvez rien comprendre. Mais c'est un peu comme ça partout, si vous voulez. C'est comme ça dans la peinture aussi, si vous voyez un tableau, si c'est le premier tableau que vous voyez, c'est pas la même type d'émotion, parce qu'enfin, vous risquez de passer à côté, je dis pourquoi. Parce que, en disant, il est dans le droit naturel du gros poisson de manger les petits, Hobbes lance une espèce de provocation qui est énorme. Énorme. Puisque jusque-là, ce qu'on appelait droit naturel, c'était ce qui était conforme à l'essence et donc l'ensemble des actions qui étaient permises au nom de l'essence. Qui étaient permises, alors vous me direz, ben c'est permis, bon, mais permis, il apprend un tout autre sens. Hobbes nous annonce, est permis tout ce qu'on peut. Tout ce que vous pouvez est permis. Donc, si vous êtes un poisson encore plus gros, vous, et que vous mangiez les hommes, ben c'est permis, c'est votre droit naturel.
quand même, c'est simple, c'est une idée simple, mais c'est une idée qui est relativement bouleversante, ça. Dans ces cas-là, il faut attendre. On se dit, mais pour dire un truc comme ça, où est-ce qu'il veut en venir? Il nous dit, il est dans le droit naturel. Il appelle droit naturel ça. Jamais personne n'avait appelé droit naturel. Tout le monde savait de tout temps que les gros poissons mangeaient les petits. Jamais personne n'avait appelé ça droit naturel. Pourquoi? Pour une raison simple, on réservait le mot droit naturel pour tout à fait autre chose. L'action morale conforme à l'essence. Or, ça arrive et dit, votre droit naturel, c'est toute votre puissance. Droit naturel égale puissance. Donc, ce que vous pouvez, c'est votre droit naturel. Si vous pouvez tuer votre voisin, c'est votre droit naturel. Quelle curieuse idée du droit. Attendons, on va voir les autres propositions. Donc, et dans mon droit naturel, tout ce que je peux. Deuxième proposition. Elle en découle. Dès lors, l'état de nature se distingue de l'état social et théoriquement le précède. Pourquoi? Parce que Hobbes s'empresse de dire, mais bien sûr, dans l'état social, il y a des interdits, il y a des défenses, il y a des choses que je peux faire, par exemple tuer mon voisin s'il s'y attend pas. Je pourrais le faire, ça. Mais c'est défendu. Bon. Il dit, ça d'accord, c'est défendu. Ça veut dire que ce n'est pas du droit naturel, c'est du droit social. C'est dans votre droit naturel, mais ce n'est pas dans votre droit social. En d'autres termes, le droit naturel, qui est identique à la puissance, est nécessairement et renvoie à un état qui n'est pas l'état social. D'où, à ce moment-là, la promotion de l'idée, un état de nature distinct de l'état social. Dans l'état de nature, tout est permis de ce que je peux. La loi naturelle, c'est qu'il n'y ait rien de défendu de ce que je peux. Donc, l'état de nature précède l'état social. Déjà au niveau de cette seconde proposition, l'état de nature précède l'état social. Là aussi, on ne comprend plus rien, nous, parce qu'on croit liquider tout ça en disant « Ah, mais est-ce qu'il y a un état de nature ?» Ils ont cru qu'il y avait un état de nature, ceux qui disaient ça. Rien du tout, ils ne croient rien à cet égard. Ils disent que la logique, le concept d'état de nature est forcément antérieur. Celui d'un état antérieur à l'état social. Ils ne disent pas que cet état a existé, ils disent « Oh, ben, ils n'y peuvent rien. » Si le droit de nature, c'est tout ce qui est dans la puissance d'un être, on définira l'état de nature comme précédemment. La zone de cette puissance, c'est son droit naturel. C'est donc distinct de l'état social, puisque l'état social comporte et se définit par des défenses portant sur quelque chose que je peux. Il y a plus si on me le défend, c'est que je le peux. C'est à ça que vous reconnaissez une défense sociale. Donc, l'état de nature est premier par rapport à l'état social du point de vue conceptuel. Ce qui est très important, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire personne n'est social. Social, d'accord, peut-être qu'on le devient. Et le problème de la politique, ça va être comment faire pour que les hommes deviennent sociaux. Mais personne n'est social. Là, ils viennent très fort, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il y a un état de nature avant l'état social, comme on leur fait dire. Ça veut dire que personne n'est social. Vous ne pouvez penser la société que comme le produit d'un devenir. Et le droit, c'est l'opération du devenir social. Et de la même manière, personne n'est raisonnable. C'est pour ça que ces auteurs s'opposent tellement à un thème chrétien, à quoi le christianisme tenait également, à savoir le thème qui est connu dans le christianisme sous le nom de la tradition adamique. La tradition adamique, c'est la tradition selon laquelle Adam était parfait avant le péché. Le premier homme était parfait et le péché lui fait perdre la perfection. Cette tradition adamique, elle est philosophiquement importante. Voyez pourquoi?
Le droit naturel chrétien, tel que je l'ai défini précédemment, se concilie très bien avec la tradition adamique. Adam avant le péché, c'est l'homme conforme à l'essence. Il est raisonnable. Et c'est le péché, c'est-à-dire les aventures de l'existence, qui lui font perdre l'essence, qui lui font perdre sa perfection première. C'est conforme à la théorie du droit naturel classique, tout ça. Tandis que personne ne naît social, personne ne naît raisonnable. En vrai, raisonnable, c'est comme social. C'est un devenir. Et le problème de l'éthique, ce sera peut-être comment faire pour que l'homme devienne raisonnable, mais non pas du tout comment faire pour qu'une essence de l'homme qui serait raisonnable se réalise. C'est très différent, suivant que vous posez la question, comme ceci ou comme cela, vous allez dans des directions très très différentes. Donc je dis la seconde proposition de Hobbes, ce sera l'état de nature est pré-social, c'est-à-dire l'homme n'est pas social, il le devient. Troisième proposition, si ce qui est premier, elle s'enchaîne très bien, si ce qui est premier par rapport à l'état de nature, si ce qui est premier c'est l'état de nature, ou si ce qui est premier c'est le droit, c'est pareil, puisque dans l'état de nature, tout ce que je peux c'est mon droit. Dès lors, ce qui est premier, c'est le droit. Dès lors, les devoirs ne seront que des obligations secondes tendant à limiter les droits pour le devenir social de l'homme. D'accord, il faudra limiter les droits pour que l'homme devienne social. Très bien. Mais ce qui est premier, c'est le droit. Le devoir est relatif au droit, oui, le devoir est relatif au droit, alors que dans la théorie du droit naturel classique, c'était juste le contraire. Le droit, vous vous rappelez, était relatif au devoir. Ce qui était premier, c'était l'officium. Hobbes dit tout ça, et puis quatrième proposition, et qui pratiquement est sans doute la plus importante, et politiquement, si mon droit c'est ma puissance, si les droits sont premiers par rapport aux devoirs, il en découle quelque chose. Si les devoirs, c'est seulement l'opération par lesquelles les droits sont amenés à se limiter pour que les hommes deviennent sociaux. Encore une fois, il y a beaucoup de questions qui sont mises entre parenthèses. Pourquoi est-ce qu'ils doivent devenir sociaux? Est-ce que c'est intéressant pour eux de devenir sociaux? Toutes sortes de questions qui ne se posaient pas du tout du point de vue Du point de vue du droit naturel, il le dit, Hobbes, il le dit très bien, et Spinoza reprendra tout ça. Il le dit admirablement, mais du point de vue du droit naturel, l'homme le plus raisonnable du monde et le fou le plus complet se valent strictement. Pourquoi? Il y a une identité, une égalité absolue du sage et du fou. C'est une drôle d'idée, vous comprenez, c'est un monde très baroque, c'est plus le monde classique. Un monde bizarre. Eh bien, pourquoi? Du point de vue du droit naturel, oui, puisque le point de vue du droit naturel, c'est mon droit égale ma puissance. Eh bien, le fou, c'est celui qui fait ce qui est en sa puissance, exactement comme l'homme raisonnable, c'est celui qui fait ce qui est en la sienne. Il y a sûrement, ils ne disent pas des idioties, ils ne disent pas qu'il n'y a aucune différence entre raisonnable et fou. Ils disent il n'y a aucune différence entre raisonnable et fou du point de vue du droit naturel. Pourquoi? Parce que chacun fait tout ce qu'il peut. Le fou comme le raisonnable, ils ne font rien d'autre que faire ce qu'ils peuvent. L'identité du droit et de la puissance assure l'identité, l'égalité de tous les êtres sur l'échelle quantitative. On peut dire simplement, bon, ils n'ont pas la même puissance, mais ils n'ont pas la même puissance, d'accord. Ils font en tout cas tout ce qui est en leur puissance, chacun, l'un comme l'autre. L'insensé en tant qu'insensé, le sage en tant que sage.
Alors bien sûr, il y aura une différence entre le raisonnable et le fou. Mais dans l'état civil, dans l'état social, pas du point de vue du droit naturel. D'où un écroulement fondamental. Tout ce qu'ils sont en train de miner, de saper, c'est le principe de la compétence du sage ou de la compétence de quelqu'un de supérieur. Et ça, c'est très important politiquement. Personne n'est compétent pour moi. Voilà. Voilà la grande idée qui va animer l'éthique comme l'antisystème du jugement. D'une certaine manière, personne ne peut rien pour moi, mais personne ne peut être compétent pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a à la fois quelque chose santé. Il faudrait tout y mettre dans cette phrase. Personne n'est compétent pour moi. Bien sûr, il y a des vengeances. On a tellement voulu juger à ma place. Il y a aussi une découverte émerveillée. Ah, c'est formidable. Mais personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir pour moi. Est-ce que c'est complètement vrai? Je ne suis pas à chercher ça, mais je crois que d'une certaine manière, c'est peut-être pas tout à fait vrai, je sais pas. Peut-être qu'il y a des compétences. Mais sentez enfin ce qu'il pouvait y avoir d'étrange dans ces propositions. Ah non, 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 pas ouvrir. Ah non, 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 non. Oui, oui, tant mieux. Ah. Voilà, il m'a fait perdre là. Oui, c'est quand même très important cette histoire. Parce que vous apprendrez dans les manuels que, à partir d'un certain moment, il y a eu, et qu'il y avait eu bien avant, mais qu'il y avait eu des théories célèbres sous le nom de théorie du contrat social. Les théories du contrat social, c'est des... quelqu'un ne peut pas aller le voir là-bas. Mais il faut que tu te sentes méchant. Hein. Quelqu'un de fort. Méchant. S'il revient en sang, évidemment. Et lui. Et tout ça, si vous comprenez bien, tout ce qui se passe là en ce moment, c'est une illustration de la question des modes d'existence. Alors, cette histoire contrat-sociale, suivez-moi. On nous dit, ah ben voilà, c'est des gens qui ont pensé, pourquoi, comment, on ne sait pas très bien, mais ils ont pensé que l'instauration de la société ne pouvait avoir qu'un principe, celui du consentement. Et on dit, on s'est bien dépassé tout ça, parce qu'enfin, on n'a pas consenti à être dans la société. C'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça. Est-ce que c'est ça la question? Évidemment, non, c'est pas ça la question. Mais en effet, toute cette théorie nouvelle du droit naturel égale puissance, ce qui est premier, c'est le droit, c'est pas le devoir, aboutit à quelque chose, il n'y a pas de compétence du sage. Personne n'est compétent pour moi-même. Dès lors, si la société se forme, ça ne peut être d'une manière ou d'une autre que par le consentement de ceux qui y participent. Et pas parce que le sage me dirait la meilleure manière de réaliser l'essence. Or, évidemment, la substitution d'un principe de consentement au principe de compétence a, pour toute la politique, une importance fondamentale.
Donc vous voyez, ce que j'ai essayé de faire, c'est juste un tableau d'opposition, 4 propositions contre 4 propositions. Et je dis simplement que dans les propositions de la théorie du droit naturel classique, Cicéron-Saint-Thomas, vous avez le développement juridique d'une vision morale du monde, et dans l'autre cas, la conception qui trouve son point de départ avec Hobbes, vous avez le développement et tous les germes d'une conception juridique de l'éthique. Les êtres se définissent par leur puissance. Si j'ai fait cette longue parenthèse, c'est pour montrer que la formule « les êtres se définissent par leur puissance et non pas par une essence » avait des conséquences juridiques, politiques, que juste on est en train de pressentir, c'est tout. Or, j'ajoute juste aussi, pour en avoir fini avec ce thème, que Spinoza reprend toute cette conception du droit naturel de Hobbes. Il changera des choses relativement importantes, il n'aura pas la même conception politique que celle de Hobbes, mais sur ce point même du droit naturel, il déclare lui-même s'en tenir et être disciple de Hobbes. Et pourquoi vous voyez que là, dans Hobbes, il a trouvé la confirmation juridique d'une idée qu'il s'était formée d'autre part, lui, Spinoza, à savoir une étonnante confirmation, une idée selon laquelle l'essence des choses, ce n'était rien d'autre que leur puissance. Et c'est ça qui m'intéresse dans toute l'idée du droit naturel. J'ajoute, pour être tout à fait honnête historiquement, que, évidemment, jamais ça surgit comme ça d'un coup. Il serait possible de chercher déjà dans l'Antiquité un courant, mais un courant très partiel, très timide, où se formerait déjà dans l'Antiquité une conception comme ça, du droit naturel égale puissance. Mais elle sera étouffée. Vous la trouvez chez certains sophistes et chez certains philosophes appelés cyniques. Mais son explosion moderne, ce sera bien avec Hobbes et avec Spinoza. Voilà, je dis juste donc que j'ai même pas expliqué. Pour le moment, j'ai précisé ce que pouvait bien vouloir dire les existences distinctes d'un point de vue quantitatif. Ça veut dire exactement, les existants ne se définissent pas par une essence, mais par la puissance, et ils ont plus ou moins de puissance. Et leur droit, ce sera la puissance de chacun. Le droit de chacun sera la puissance de chacun, ils ont plus ou moins de puissance. Il y a donc une échelle quantitative des êtres, du point de vue de la puissance. Il faudrait maintenant passer à la seconde chose, à savoir la polarité qualitative des modes d'existence et voir si l'un découle de l'autre. Ça nous ferait, vous voyez, l'ensemble nous donnerait une vision cohérente ou un début de vision cohérente de ce qu'on appelle une éthique.